L'Iran a l'arme nucléaire. Israël est démoralisé et les États-Unis sont profondément divisés. Pendant 6 semaines, nous avons suivi les événements au Proche-Orient. Le lieu du jugement dernier, Israel lives. Où la tension ne cesse de croître. Israel lives. Faut-il se préparer à un scénario catastrophe? Nous allons aujourd'hui briser un tabou et mettre en lumière la dynamique du puissant lobby pro-israélien aux États-Unis. En 2006, 2 politologues conservateurs américains de renom, Stephen Walt et John Mearsheimer, ont écrit un article sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique étrangère des États-Unis. Vous voyez, ça a été publié le 23 mars 2006. Le titre est là. Il me semble que la version de Harvard a été téléchargée plus de 350 000 fois. Les États-Unis soutiennent Israël de diverses façons. Nous leur fournissons des aides militaires et économiques qui s'élèvent à peu près à 3 milliards de dollars par an. Malgré sa relative richesse, Israël reçoit plus d'aide extérieure que n'importe quel autre pays au monde. Nous opposons constamment notre veto aux résolutions de l'ONU condamnant Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, 1 voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Those against? Those against? Ceux qui sont contre. Et les États-Unis parlent même de recourir à la force militaire contre l'Iran. Pourquoi craignent-ils tellement de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire? S'il y a une telle inquiétude à l'heure actuelle, c'est à cause des pressions du lobby. L'article dit en substance qu'il existe aux États-Unis un groupe d'intérêts puissants qui se donne beaucoup de peine pour infléchir la politique étrangère américaine de façon à ce qu'elle soit favorable à Israël. Et deuxièmement, nous soutenons que les politiques que les États-Unis choisissent de mettre en œuvre au Proche-Orient, à cause des pressions exercées par le lobby au moment de la prise de décision, ne sont pas dans l'intérêt national. A free, prosperous, and secure Israel is in this nation's national interests. En ces temps d'insécurité politique et de défaite annoncée en Irak, l'article a fait scandale aux États-Unis. Il réveille le vieux débat entre démocrates et républicains, américains et israéliens, juifs et chrétiens, et isolationnistes et interventionnistes. Cet essai ne repose sur rien. Conseiller du Pentagone jusqu'en 2004, le néoconservateur Richard Perle a été l'un des promoteurs de la guerre en Irak et est un fervent partisan de la politique étrangère pro-Israël. L'idée qu'il y a des gens à Jérusalem qui tirent les ficelles de nos institutions et que ces institutions sont en quelque sorte contraires aux intérêts de l'Amérique et préfèrent œuvrer pour Israël, cette idée ne repose sur rien.
Je suis très surpris qu'ils n'aient pas essayé de protéger leur réputation en faisant des recherches vraiment rigoureuses et solides qu'ils puissent défendre. D'ailleurs, ils ont été démolis par Alan Dershowitz. Il ne reste plus rien après le... Mais pourquoi ont-ils... Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas. Il y a des choses dans cet article qui m'ont vraiment fait grimacer. Il n'est pas représentatif de la valeur universitaire de Mearsheimer et Walt. Lawrence Wilkerson est un vétéran du Vietnam. Son père était pilote pendant la Deuxième Guerre mondiale et son fils est dans l'Air Force. Il a été le directeur de cabinet de Colin Powell de 2000 à 2005. Mais il éclaire plusieurs choses d'un jour nouveau. Et la plus importante, c'est qu'on ne débat pas de ce sujet en Amérique. On ne peut pas parler de ça. C'est ce qui ressort. Ensuite, il y a la remise en cause post-guerre froide de la valeur stratégique d'Israël pour l'Amérique. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler du lobby pro-israélien. Aujourd'hui, on peut. C'est un sujet explosif et polémique, mais on en parle. Tony Judd est né en Angleterre juste après la Deuxième Guerre mondiale de parents juifs ashkénazes. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibboutz et pour Tsahal. D'après lui, l'État d'Israël est en train de perdre toute crédibilité. J'ai écrit un article pour le New York Times à l'époque de la publication de l'essai Mearsheimer-Walt, un contre-édito. C'était une commande. Et j'ai dit à la rédaction, vous auriez dû citer Mearsheimer-Walt. Ils n'en avaient pas parlé. Ils l'ont admis, ce qui était déjà un changement. Mais ils ont insisté pour que quelque part dans l'article, je mentionne le fait que j'étais juif. Pour se couvrir. Un article critique sur le lobby israélien, oui, mais il est juif, alors ça va. Voilà où on en est. Ce n'est pas drôle de se faire traiter d'antisémite et d'entendre dire que vos recherches sont bâclées. Ce n'est pas drôle de se faire pilonner jour après jour et de ne voir que très peu de gens prendre votre défense. Mais on savait à quoi s'attendre. On savait que c'était le prix à payer pour cet article. Ils ont raison. Mais ils ont tort. Ils ont raison d'un point de vue strictement géopolitique et géostratégique, un domaine que j'ai passé ma vie à étudier. Israël n'a plus de valeur stratégique pour les États-Unis, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Non seulement ça, mais c'est même devenu un fardeau stratégique pour l'Amérique. Ça fait une grosse différence avec l'époque de la guerre froide. En même temps, le stratège éclairé en moi dit que ça n'a aucune importance. Parce que les liens entre l'Amérique et Israël sont tellement étroits et forts que la géostratégie, la stratégie politique ou la grande stratégie n'ont ici aucune valeur. Quand on élève cette composante psychologique au niveau de la stratégie, on voit que l'Amérique ne pourrait pas s'en aller, même si elle le voulait. Messieurs Walt et Mearsheimer, vous avez peut-être raison techniquement, mais en réalité vous avez tort. Parce que l'Amérique ne peut pas dire « Israël, débrouille-toi ». Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on a un lobby juif très puissant en Amérique. Pour Walt et Mearsheimer, le lobby pro-israélien se compose des organisations juives et du groupe de pression politique EIPAC, mais aussi des millions de chrétiens évangéliques. Tous ont à cœur de défendre les intérêts d'Israël et de faire taire les critiques. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people. Notre infrastructure compte plusieurs millions de personnes. On a plus de 22 000 leaders spirituels, dont certains ont entre 1 million et 1,5 million de noms dans leur fichier d'adresse.
Les plus grands télévangélistes d'Amérique soutiennent notre action, parce que tous les évangéliques obéissent à la Bible. Et la Bible nous enjoint clairement de soutenir l'État d'Israël. Pour John Hagee, il est du devoir des chrétiens de soutenir Israël. De la même façon, il considère l'Iran et les autres États islamiques hostiles à l'État hébreu comme l'antéchrist. Après la dernière guerre au Liban en 2006, sa congrégation a réuni 8 millions de dollars pour venir en aide aux Israéliens. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. Je ne crois pas qu'on puisse jamais avoir assez de soutien. Notre objectif est de toujours rappeler à nos élus ceci. A. Nous soutenons Israël. Et B. Si l'un d'eux s'oppose intentionnellement à Israël, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit pas réélu. Earl Hilliard était membre du Congrès. Dans les années 90, il a voulu se rapprocher de la Libye, un pays avec lequel les États-Unis n'avaient alors aucune relation diplomatique. Hilliard s'est rendu à Tripoli à plusieurs reprises et a noué des liens étroits avec Kadhafi. Voilà ce qu'a fait l'AIPAC. Certains membres du Congrès américain soumettaient des résolutions condamnant la Libye et il les regroupait avec celles sur la Syrie, l'Iran et l'Irak. Il soumettait ces résolutions régulièrement en réclamant toutes sortes de sanctions et d'actions. Bien sûr, je votais contre à chaque fois, et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai découvert par la suite que ce qui les avait vraiment énervés, c'est que des parlementaires sont venus me voir en demandant ce qui se passait. Et j'ai dit, on négocie. Et après? Plusieurs personnes m'ont appelé parce qu'elles avaient vu et entendu des choses sur CNN. Elles m'ont dit, regarde CNN. En pleine période préélectorale, son adversaire politique dans ce district d'Alabama reçoit de New York une contribution de 300 000 $ pour sa campagne. Un don exceptionnel. Ils ont inondé la radio et la télévision de spots publicitaires. Il faut bien comprendre l'ambiance qui régnait dans le pays. C'était juste après le 11 septembre, et la plupart des Américains ne distinguaient pas Saddam Hussein de Kadhafi ou Kadhafi de Ben Laden. Ils ne faisaient pas la différence. Pour eux, c'était du pareil au même. Or, la plupart des spots m'associaient à ces hommes et disaient que je les soutenais. Ils montraient les avions fonçant sur le World Trade Center. On continuait à faire régulièrement des sondages. Et je peux vous dire que ma cote a rapidement chuté. Il faut avouer que ça a été bien organisé et rondement mené. Après coup, je me suis dit, bon sang, ils avaient tout prévu. J'ai perdu l'élection. Vous devez savoir que vous abordez un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs. Surtout pas.
C'est comme si on parlait de quelque chose de mal.